Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il semblerait que mon mois de septembre ce soit vraiment un mois de repos et de relaxation parce qu'on est bien parti pour que tous les épisodes de podcast de septembre portent sur Love is Blind France ou Pour le meilleur est à l'aveugle. Non, je rigole, j'ai d'autres épisodes à faire, mais c'est juste que là, entre les deux sorties d'épisodes, voilà, j'en ai pas fait de nouveau. Et donc, on enchaîne. Donc, dans cet épisode, je vais faire le débrief des épisodes 5, 6 et 7 de Love is Blind France ou encore Pour le meilleur est à l'aveugle, à la demande générale de mon audience, n'est-ce pas? Et je vais commencer par dire, quel shit show, quel bordel, rien ne va dans ces épisodes. My goddess. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai des annonces à vous faire. Donc on va faire ça et après on va rentrer dedans. Donc j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des célébrations qui n'ont rien à voir avec Love is Blind. J'ai des célébrations. Si vous habitez en Guadeloupe, ou si vous voyagez en Guadeloupe, le 18 octobre, donc dans un mois quand j'enregistre, le 18 octobre, je serai en dédicace à d'Estrélan, à Cultura. Donc vous pourrez venir me voir de 10h à 13h. Venez soit avec votre livre, soit vous pourrez acheter les livres sur place. On va mettre un lien pour vous inscrire, donc suivez sur mon Instagram ou dans les notes du podcast parce que j'ai besoin de savoir combien de personnes seront là au cas où il faut qu'on commande plus de livres. Mais voilà, ce sera le 18 octobre, on pourra se voir et papoter. Je pourrai signer vos livres, c'est trop bien. Deuxième bonne nouvelle, je suis aussi l'invitée hebdomadaire de la radio RCI, qui est une grosse radio ici en Guadeloupe, la plus grosse radio ici en Guadeloupe, où chaque mardi à 20h, je suis l'invitée d'une émission qui s'appelle Sans Tabou. Et l'émission du mardi porte sur la sexualité. Donc chaque semaine, il y a un thème. On a commencé, le premier thème, c'était l'existence du point G, mythe ou réalité. Le deuxième, c'était la masturbation. Et le troisième, ce sera sur le désir sexuel la semaine prochaine, mardi. Donc, si vous êtes en Guadeloupe ou même si vous êtes hors de Guadeloupe, vous pouvez aller sur le site de rci.fm, vous pouvez écouter. Et je serai trop heureuse de vous retrouver. J'y serai tous les mardis à 20h jusqu'à la fin de la saison qui sera le mois de juin. Donc trop contente de ça. Yeah! Votre copine commence à devenir une star. Ça y est. On commence. Pas à pas, doucement. Non, en vrai, je suis déjà une star avec ce podcast parce que on a eu les stats récemment et on doit avoir probablement plus de 300 000 écoutes sur ce podcast. Donc c'est quand même un petit truc de ouf. What? On prêche la bonne parole pour une sexualité apaisée, joyeuse, sacrée, vibrante. Donc je suis trop contente. Merci. Ok, donc maintenant c'est reparti pour Love is Blind. Ces jours-ci, depuis 2 semaines environ, j'avoue je fais pas grand-chose à part coacher mes clientes et regarder des séries. Et bien sûr, je pouvais pas passer à côté de Love is Blind France ou Pour le meilleur est à l'aveugle. Pour le meilleur est à l'aveugle. C'est bizarre de faire la liaison. Bref. Mon Dieu, waouh, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas par où commencer. Donc, on va juste y aller direct parce que, mon Dieu, que de choses. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais faire couple par couple parce que maintenant, on sait qui sont les couples. Et je vais faire aussi une analyse un peu plus globale, on va dire, de l'émission en elle-même. Et à la fin, je vous donnerai des pronostics sur qui je pense va se marier et dire oui quand ils seront à l'hôtel et pour qui je pense que c'est cuit de chez cuit.
OK. Déjà, avant de commencer, j'ai des retours sur mon épisode précédent et une chose qu'on m'a fait remarquer, je l'avais remarqué aussi, mais malheureusement, je ne l'ai pas nommé, mais peut-être que, voilà, c'est dommage parce que peut-être j'ai été désensibilisée à force de regarder de la télé-réalité, mais c'est que dans cette saison de Love is Blind France, il y a pas vraiment de diversité dans les types de morphologie. Toutes les femmes sont minces, toutes les femmes sont taille mannequin, elles sont vraiment canons, c'est ce que j'avais déjà dit dans l'épisode précédent et les mecs, ils sont pas aussi canons que les meufs, mais la plupart sont plutôt, beaux, on va dire. On n'a pas de femme grosse, par exemple. On a une femme très grande, Cynthia, mais sinon, elles ont toutes des morphologies, très esthétiquement, conformes, en fait, à ce qu'on imaginerait à la norme de la société et du coup, c'est vrai que de ce côté-là, il y a pas de représentation. Il y a beaucoup de diversité en termes d'ethnicité, mais il y a pas beaucoup de diversité en termes de forme de corps et c'est différent de, par exemple, la saison anglaise où il y avait Demi qui était un petit peu plus ronde. Dans une des saisons américaines, il y avait Anna. Bon, après, j'avoue que en général, dans les Love is Blind, ils sont esthétiquement conventionnels. Et voici ma théorie. Ma théorie, c'est que ils prennent pas énormément de risques de ce côté-là. Ils se mouillent pas beaucoup. En gros, ils vont mettre des gens que globalement tout le monde peut trouver à son goût, on va dire. Moi, ma théorie, c'est qu'ils veulent pas prendre de risques de ce côté-là et qu'en fait, ils savent à la base que l'amour n'est pas aveugle. Je veux dire, c'est bon, il y a eu je ne sais combien de saisons, peut-être une quinzaine si on regarde toutes les franchises. On sait que l'amour n'est pas aveugle. Franchement, je fais une parenthèse, mais l'amour n'est pas aveugle. Quand je regarde cette télé-réalité, ce n'est pas le cas. En gros, ils tombent amoureux en discutant avec la personne sur leurs valeurs, etc. Mais une fois qu'ils se voient, quand physiquement ça ne matche pas, ça ne matche pas. Donc l'amour n'est pas aveugle. Et il y a que les couples qui finissent par se marier, qui disent oui, l'amour est aveugle, on se serait jamais rencontrés sans cette expérience, blablabla. Ouais, mais vous êtes beaux. Donc en gros, t'as vu le gars, t'as fait ah ouais, il est beau gosse. Toi, t'as vu la meuf, t'as dit ah ouais, elle était belle gosse. Il n'y a pas trop de questions. La vérité, c'est que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas vraiment la question de l'esthétique, puisqu'ils prennent que des gens qui sont conventionnellement beaux, entre guillemets, selon les standards de la société, des standards complètement biaisés qui ne sont pas représentatifs de la société elle-même. So, voilà. Donc ça, c'est important de le dire et je remercie la personne qui me l'a fait remarquer parce que je pense que à force de regarder des saisons, c'est tellement comme ça que moi j'ai été un peu désensibilisée et c'est bien de le noter. Et ouais, en fait, moi, je pense sincèrement que Netflix fait ça parce qu'en fait, le concept, il est biaisé à la base. Mais bon, on va pas tout gâcher, Livia, là, là, là. Ne viens pas gâcher le concept de la personne. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si, ok, tu parles à une voix et tu discutes avec la personne, mais Netflix fait en sorte que la personne rentre dans les standards de la société pour que quand tu la vois, ben, tu te dis, ah, ça va, elle est mignonne, il est beau, nanana. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que, en fait, je pense sincèrement que ça aurait beaucoup plus d'intérêt et d'enjeu si on avait des gens qui étaient vraiment variés, vraiment différents. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont tous des bons boulots. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est très CSP+, hein, Love is Blind. Mais bon, après, ça, je peux comprendre dans le sens où on a dit l'amour est aveugle, on n'a pas dit l'amour ne se soucie pas du portefeuille, parce que comme on le verra avec Tatiana, l'amour se soucie bel et bien du portefeuille. Bref, tout ça, je voulais juste le nommer parce que c'est important, mais je pense sincèrement que c'est fait exprès. Je pense sincèrement que la prod filtre à l'esthétique, ouais, dans le casting. Bref, mais qu'est-ce que j'en sais? Je suppose, ok? Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Purée, ces couples-là, waouh! Je vais vous dire un truc, je pense qu'il faut faire de la thérapie avant d'aller dans Love is Blind, parce qu'il y en a beaucoup là, je crois qu'ils ont utilisé Love is Blind pour faire leur thérapie, et ça fonctionne pas trop, hein. Oh my god, ça fonctionne pas de ouf. Ah ouais, non, ça marche pas. Par qui je commence? Ceux qui ont le plus besoin de thérapie. Livia, faut pas dire ça, c'est mal. Ok, je vais essayer d'être sensible et avoir de la compassion, mais c'est dur. Franchement, c'est difficile. Ok, je vais réitérer le fait que ceci est une télé-réalité, elle est fortement éditée, ce n'est pas la vérité, et je ne connais rien de ces personnes qui sont des personnages, ok, on ne peut rien savoir d'eux au total, on ne sait que ce qu'on voit dans 55 minutes, d'accord? Mais putain, qu'est-ce qu'ils m'ont saoulé. Ok, c'est parti, let's go. Alors, on va commencer par Cynthia et Jonathan. Oh my god, comment ils m'ont pris la tête. Déjà, Jonathan, je ne peux pas l'entendre parler. À chaque fois qu'il parle et qu'il s'exprime, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des longs onglets et qui griffe un tableau noir. Ça fait grrr dans ma tête. Il me rappelle tellement l'ex avec qui j'étais dans une relation toxique. J'étais là, putain, mais waouh. Et je pense qu'il a déclenché pas mal de personnes. Déjà, dans les épisodes d'avant, il y avait tout le drama sur la taille.
ok, qu'il était mal à l'aise avec le fait que Cynthia mette des talons, mais que en fait, il remettait en cause Cynthia et pas sa propre insécurité. Pour lui, Cynthia était censée lire dans ses pensées et voir qu'il était mal à l'aise et donc mettre des chaussures plates. Il voulait la tester, voir voilà, ce qu'elle allait faire, tout ça. Ok, donc ça, on espérait que ça allait se réguler. D'ailleurs, ils viennent finalement voir les autres, on voit que ça va. Mais après, il y a une conversation qui cause encore un problème, qui est où Cynthia demande: «Est-ce que tu es amie avec tes ex?» Et lui, il ne répond pas directement, il tourne autour du pot. C'est épuisant. Quand je regarde la scène, je me dis: «Mais pourquoi le mec il répond pas?» Il tourne autour du pot, il tourne autour du pot, il tourne autour du pot et on voit qu'il veut pas répondre directement et finalement, il finit par dire que: «Bien sûr, je suis pas amie avec mes ex» et Cynthia lui dit: «Ben, voilà, c'était pas si compliqué que ça». Mais l'interaction, elle était hyper tendue parce qu'en fait, Cynthia lui pose la question et lui retourne une question. Il dit «Et toi?» un truc comme ça et elle dit: «C'est moi qui t'ai posé la question». Et à chaque fois, elle le recadre, elle le recadre, elle le recadre pour qu'il pose la question. Et elle le dit aussi, hein, et tu sens que elle commence à avoir des limites hyper dures. Tu sens que elle joue plus avec lui en fait, qu'elle est plus aussi compréhensive, docile, patiente que précédemment. Je pense sincèrement que le truc de la taille, ça a tout cassé. Je crois que là, c'était cuit pour eux, en fait. Parce que leur interaction, elle a complètement changé. Donc lui, ce qu'il va raconter aux copains, c'est qu'elle ne le prend pas en compte, elle ne lui pose pas de questions sur lui, elle est super dure, elle est autoritaire, elle est tranchante, elle est froide. On a l'impression qu'il parle de quelqu'un de vraiment horrible et de méchant. Et d'ailleurs, c'est remonté dans les réseaux sociaux que ça fait penser aux stéréotypes qu'on dit des angry black women, que genre à partir du moment où une femme noire s'affirme, ça y est, elle est méchante. Et franchement, il l'a décrit comme quelqu'un de profondément méchant. Et je suis là, mais mec, quand même tranquille, tu vois, genre, faut descendre un peu la température. Et en fait, c'est vrai que tu te demandes, est-ce qu'il projette pas aussi quelque chose sur elle par rapport à ça? Parce que moi, je me suis dit ça en regardant, c'est vraiment pas juste en fait que une femme, parce qu'elle est noire, elle est grande, elle a une façon de parler qui est assez tranchée. Tout de suite, on la met dans une case. Il la décrit comme étant quelqu'un de vraiment pas sympa, quoi. Et il a dit, elle me fait peur. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il a dit, elle me fait peur. Donc ça voudrait dire qu'elle est violente. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment déplacé et vraiment exagéré. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière la caméra, ok? On ne voit que ce qu'on voit. Mais je suppose en fait que ce qui se passe hors caméra, c'est un peu ce qui se passe devant la caméra. C'est-à-dire qu'elle est assez froide, tranchante et claire avec lui. Mais pour moi, ça a changé après l'histoire des talons. Et elle le dit, elle s'est renfermée sur elle. Elle est devenue un mur. Elle est plus aussi chaleureuse parce qu'en fait, elle a pas confiance en lui. Et c'est là où leur dynamique est toxique. Il y a quelqu'un qui m'en parlait sur Insta parce que je commente sur Insta directement sur mon canal de diffusion. Il y a quelqu'un qui a commenté et qui m'a dit que, en fait, pour elle, les deux sont problématiques. Et en fait, je suis assez d'accord. Je pense que leur dynamique est toxique. Ils sont toxiques l'un pour l'autre. Et je vais expliquer pourquoi. Jonathan, franchement, je l'apprécie pas de ce que j'ai vu. C'est quelqu'un qui demande beaucoup d'attention. Il a peut-être un peu de dépendance affective ou bien il est narcissique. J'en sais rien. Je suis pas psy, je fais pas et je peux pas faire de diagnostic en regardant 55 minutes d'une émission de télé-réalité. Mais il me rappelle des personnes que je connais qui, en fait, veulent énormément d'attention tournée sur elles et quand cette attention n'est pas sur elles, eh ben, du coup, tout de suite, tu es la méchante personne, en fait, qui ne comprend pas, qui ne prend pas soin, qui n'a pas de compassion. Et ce qu'il reproche à Cynthia, c'est qu'elle soit pas plus docile, en fait, qu'elle aille pas dans son sens. Et Cynthia, elle a des limites hyper rigides à un moment. En fait, là, je peux l'analyser parce que je m'y connais très bien en limites. Ce qui m'a permis de voir ça, c'est que Cynthia navigue ses limites. C'est que au début, donc de cette nouvelle série d'épisodes, elle est très dure avec lui, elle est très froide, mais dans le sens où elle est pas, je la trouve pas méchante. C'est juste que quand elle parle, on sent qu'il y a de la distance et on sent qu'il y a de la barrière. Elle ne lui fait plus confiance, clairement. Elle ne se sent pas en sécurité avec lui. Et donc elle va parler, mais on sent que ce mec n'a pas accès à elle, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans leurs interactions, il la touche pas. Elle a mis son armure et ça se voit. Donc elle a des limites hyper rigides à ce moment-là. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que plus tard, dans l'épisode 6 ou 7, je crois que c'est le 7, il y a une rencontre avec tous les autres. Et là, bam! Elle a enlevé toutes ses barrières et elle dit, en fait, il m'a manqué, en fait, peut-être que j'ai été un peu trop dure et je vais aller le voir. Elle a mis sa robe de bombasse super sexy pour lui et qu'elle veut aller le voir pour voir si peut-être elle peut le reconquérir. Et là, j'étais là, waouh, Cynthia a un problème de limite. Je vous jure, c'est vraiment texto. Enfin, après, encore une fois, je ne la connais pas et je n'ai pas toutes les informations, mais en tout cas, cette interaction-là, ça m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, ok, trop intéressant. Le côté cinglant du début,
qu'elle ait vraiment été pas elle était pas intransigeante parce que moi je trouve que il était chiant à tourner autour du pot et moi aussi ça m'aurait saoulée et moi aussi j'aurais été froide, je me serais pas sentie en sécurité non plus parce que je me suis dit: «Pourquoi le gars n'est pas honnête avec moi, il me répond pas direct?» Mais voilà, tu te dis mais il y avait un côté où on sentait que dans sa posture qu'il c'était plus trop ça, quoi et c'est OK. Mais après, le fait de complètement réouvrir la porte, sans forcément de vigilance, sans forcément, en mode on va voir, mais en mode, et que je te touche le bras et que je te caresse et que ça va mieux entre nous. C'est un yo-yo en fait, j'ai des limites hyper rigides à j'ai des limites hyper lâches. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui à la fois essaie de se protéger, mais à la fois sent que en se protégeant, elle ne laisse pas rentrer ce qui pourrait être bon pour elle. Et en fait, elle est en train de naviguer son discernement dans ces épisodes. C'est ce que j'ai vu. J'ai fait en fait, c'est quelqu'un, pour l'instant, son oui et son non, ils sont pas hyper clairs. Pour l'instant. Et donc, elle va dire non trop fort et aussi oui trop fort et chercher en fait l'endroit où c'est bon et où ça match. Vous voyez ce que enfin, je dis, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous alliez me répondre, mais vous pouvez me répondre sur Insta. Et je me dis, ah, c'est super intéressant. Et en fait, elle cherche son centre quelque part. Je me dis, ok. Et donc, Cynthia, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisée, même si elle a l'air d'être une femme très très forte et très ancrée, pour vraiment avoir la meilleure version d'elle, pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir. Il faut quelqu'un avec qui elle peut vraiment s'abandonner et se laisser être elle. Et cette personne n'est pas Jonathan. Cette personne n'est pas Jonathan parce qu'il n'est pas capable de tenir l'espace pour elle, clairement. Et en même temps, Jonathan, en plus de ses insécurités par rapport à sa taille dont on a parlé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui demande énormément d'attention, qui demande qu'on le rassure, qu'on aille dans son sens, qui a une vision de lui, je ne sais pas, une version de lui qu'il a envie de valider. Et ça le met très mal à l'aise que ce soit pas validé. Et franchement, ça m'a un peu trigger, je vais pas vous mentir. Quand Cynthia a commencé à être vachement gentille avec lui, vachement mielleuse et tout, et il dit: «Oh, tu vois, ce genre de moment-là, c'est ce genre de moment-là que je voulais quand on était en lune de miel et qu'on n'a jamais eu». Et là, enfin, elle devenait la femme qu'il voulait. Là, enfin, elle était la femme un peu douce, mielleuse, un peu doucereuse qu'il recherchait. Parce que c'est de ça qu'il a besoin, lui. Les deux ensemble, ça matche pas du tout. Ils sont pas du tout faits l'un pour l'autre parce que ils ont ce que j'appelle, et ça n'a aucune base scientifique, c'est moi qui ai inventé ce terme, ils ont une incompatibilité de trauma. Je sais pas quel trauma ils ont, mais ils sont pas faits pour se soigner l'un l'autre. Parce que, et vous allez voir, il y a d'autres couples où je sens que s'ils se laissaient être, ils pourraient se soigner l'un l'autre. Jonathan et Cynthia ne peuvent pas avancer ensemble parce qu'ils se déclenchent mutuellement quand ils sont eux-mêmes. Il suffit que Cynthia se sente de nouveau en insécurité, bam, dans le sens, pas en insécurité dans le sens pas sûre d'elle-même, mais qu'elle se sente pas en confiance, plutôt par rapport à lui, bam, elle va remettre ses limites. Et tout de suite, il va se dire: oh mon Dieu, elle est redevenue comme avant, elle est trop rigide. Bam, il va commencer à se sentir dévalorisé. Ça va jamais fonctionner, c'est dead. C'est dead de chez dead de chez dead. J'étais là, waouh. Et ça, c'est une relation toxique. La relation est toxique parce que les deux sont toxiques l'un pour l'autre. Cynthia avec quelqu'un d'autre, ça fonctionnerait de ouf. Jonathan avec quelqu'un d'autre, peut-être ça fonctionnerait de ouf ou pas. Comme je l'aime pas trop, franchement, pour moi, c'est un gars, il me gave. Je trouve qu'il est vraiment pas très mature émotionnellement et qu'il ne pense qu'à lui. Mais ça pourrait fonctionner avec quelqu'un qui pense que à lui aussi. C'est-à-dire que s'il est avec une femme qui est très docile, qui est très nourricière, qui est aux petits soins, je pense que ça peut fonctionner pour lui. Il peut pas être avec une femme forte. Il peut pas être avec une femme qui se fait passer en premier et qui pense autant à elle. Ça fonctionnerait pas. Parce qu'il faudrait que lui, il puisse aussi prendre soin de lui. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un qui a tendance à être indépendant et à se faire passer en premier si toi-même tu ne sais pas te faire passer en premier. Tu vas le détester. Tu vas détester ça. Et Cynthia, on sent que c'est une femme qui prend soin d'elle et qui du coup se fait passer en premier, qui est une bonne chose. Elle a besoin d'un homme qui lui aussi se fait passer en premier et qui n'a pas besoin d'être validé par elle pour que ça fonctionne. Vous captez? Lui, il a besoin d'une femme qui prend soin de lui. Et ça fonctionne pas, c'est un shit show de ouf. Et de toute façon, après, Cynthia ne va pas essayer la robe. Donc, j'espère que c'est mort. Par contre, les deux, Jonathan, j'en sais rien, mais Cynthia peut trouver quelqu'un de vraiment bien. Mais il faut que cette personne soit droite, solide et qu'elle puisse avoir confiance. Parce que lui, il lui met du doute en fait. Et elle est obligée de sortir les griffes dans le sens où elle doit se protéger de lui parce que à chaque fois qu'elle essaie d'être elle-même, bam, il sort une critique. C'est nul, ça fonctionne pas. Voilà, donc j'ai fini pour eux parce que eux ils m'ont fatiguée. Et surtout Jonathan, putain comment j'aime pas comment il parle. En fait, j'aime pas comment il parle parce que il me rappelle mon ex.
Et en fait, ils ont c'est pas qu'un ex, plusieurs. Ils ont cette façon de parler où pour eux, ils s'expriment tellement bien, avec des phrases tellement bien, voilà, construites, avec un certain vocabulaire, que quand tu les entends, t'as l'impression que forcément ce qu'ils disent, c'est bien et c'est la vérité. Et il y a que quand en dessous, tu entends le sous-texte que tu te dis, attends, il y a peut-être un problème ici. Pourquoi t'attends autant de ta meuf? C'est chelou. Pourquoi t'attends qu'elle s'efface pour que tu te sentes bien? Enfin bref. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui me gêne énormément et j'espère ne plus jamais à le croiser sur mon écran. Ok, donc ça c'est ça. Ensuite, allez, pour compenser, on va pas repartir sur notre couple problématique, on va partir sur un couple un peu cute. Mes chouchous, Charles et Julie. Charles et Julie, ce sont deux personnes très intelligentes, je vais vous dire pourquoi. Charles, c'est mon chouchou, c'est un amour, il est adorable. Ce mec, je n'ai rien à dire de négatif sur lui. Je sais pas comment le dire, mais si tous les hommes étaient comme lui, on aurait zéro problème dans l'humanité. Tout serait réglé, je vous jure. Charles est adorable. Et en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est comment il a géré le temps que Julie a mis d'être à l'aise avec lui intimement. Il a géré super bien, en tout cas devant les caméras. Quand on lui a demandé si ça le dérangeait, il a dit « Oui, ça me dérange, mais surtout parce que je me demande si ça va pour elle, si elle se sent bien. » Et donc il n'a pas dit « Oui, parce que j'ai envie de ken ». Il n'a pas dit « Oui, parce que je suis frustrée ». Il a dit « Je veux savoir si elle va bien ». Le niveau d'empathie, je kiffe. L'autre chose aussi que j'ai adoré, et c'est peut-être qu'il nous l'a juste pas montré, mais les autres le montrent, donc il aurait pu le montrer aussi. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à aucun moment, le fait que Julie prenne du temps pour être intime avec lui et se sentir connectée avec lui physiquement, à aucun moment on a vu que ça n'a déclenché d'insécurité de son côté, ni de colère, ni de quoi que ce soit. Il l'a jamais pris pour lui. Et le mec a confiance en lui, en fait. Et on peut pas en dire autant de tous les autres, surtout pas de Jonathan. En fait, à aucun moment, tu sens un mec qui s'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sens un mec qui a de l'estime pour lui-même. Ce mec, il sait ce qu'il a traversé. Il a traversé une vie très compliquée. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il connaît sa valeur. Il attend pas que sa meuf le valide. Il a même dit, si jamais le truc intime ne vient jamais, c'est pas grave. Mais quand on le voit, on se dit, mais ça veut rien dire sur lui en fait. Lui, il se dit pas, je suis pas à la hauteur, je fais pas ce qu'il faut, etc. Il est juste lui, il est juste patient et je trouve qu'il est excellent. Franchement, je l'ai trop kiffé. Et Julie, pourquoi je dis que Julie c'est une meuf intelligente? Parce que Julie est tombée sur une perle et elle le sait. Et elle lui a vraiment donné sa chance. Et c'est ce que je voulais vraiment pour eux dans les premiers épisodes. Je me disais, j'espère du fond du cœur qu'elle va lui donner sa chance sur le truc physique parce que je peux comprendre qu'il y a sûrement un écart entre qui elle s'imaginait et qui il est et qu'il ressemble pas forcément à son style habituel. Mais je me suis dit, Julie, franchement meuf, ce gars-là, il va tellement bien prendre soin de toi. Si vraiment tu allais dans Love is Blind pour trouver quelqu'un au-delà de ton type et au-delà de l'apparence, Charles, c'est jackpot quoi. Et en fait, ouais, elle lui a donné la chance de ouf. Et finalement, ils ont été intimes, ils en ont pas beaucoup parlé parce qu'ils sont trop mignons. Mais j'étais trop contente pour eux et je me suis dit, ok, super cool. On va voir comment ça évolue. Je crois qu'il y a un peu de drama après. Mais bon, des fois, ils font du drama dans les bandes annonces juste pour qu'on puisse regarder. Mais je me suis dit qu'elle était très smart de pas laisser ses projections, ses croyances, etc. l'empêcher en fait d'être dans cette relation avec Charles. Je le préfère de loin hors des capsules que dans les capsules. C'est pour vous dire, c'est super rare. La plupart du temps, pour toute personne hors des capsules, ça devient une catastrophe. Mais Charles, il est encore mieux dans l'interaction en physique que quand il parlait juste. Et donc, ouais, lui, c'est mon petit chouchou. Ensuite, comme on parle de Julie, on va parler de l'interaction qu'elle a eue avec Sarah, celle-là même. Oh mon Dieu, comment elle m'a énervée. Oh my god, mais ça, c'est des trucs pour faire monter ma tension. Et donc Sarah, donc ils se retrouvent avec tous les autres et tout, nanana. Et Sarah, si vous vous rappelez, c'était elle qui était dans le triangle amoureux avec Charles et Julie. Elle avait mis l'ultimatum à Charles pour que Charles la choisisse. Mais finalement, Charles avait dit oui, puis il a changé d'avis. Et il a dit en fait, mon cœur me dit Julie. Et il a bien fait parce que Sarah l'avait vraiment mis la pression, quoi. La discussion entre Charles et Sarah, ridicule, dans le sens où Sarah ne reconnaît même pas qu'elle lui a mis un ultimatum parce qu'elle a dit je t'ai pas forcé. Et je suis là, mais meuf, bien sûr que tu l'as forcé. Tu l'as forcé, tu l'as mis dos au mur, tu lui as dit tu choisis quelqu'un d'ici ce soir. Tu lui as même pas donné l'espace. Bien sûr que tu l'as forcé. Et lui, ben, il s'est dit, ok, ben, je lui ai dit oui. Ça se voyait qu'il a dit dans la panique. Et elle dit, ah, mais tu choisis nana. Ce qui me dérange, c'est que tu aies changé d'avis. Mais si tu veux pas que quelqu'un change d'avis, ne le force pas à te dire oui. Laisse-le te dire oui de lui-même. Parce que c'est sûr que si c'est pas un vrai oui ou un oui franc, bah oui, il y a des chances que la personne change d'avis, tu crois quoi? Ça s'appelle le consentement, Sarah. Waouh.
et Sarah a cette conversation avec Julie. Donc j'ai apprécié que Julie, tu vois, prenne son courage à deux mains pour aller parler à Sarah. Et en gros, Sarah, elle admet que elle a fait passer Julie pour une pute, quoi, pour une chouin, comme ils disent. Et j'étais là, mais Sarah, ça te semble normal? Elle dit oui, bien sûr, ben forcément, bah oui, t'étais la chouin à nos yeux. Et j'étais là, mais Sarah, genre, ça te pose pas de problème de parler d'une femme comme ça et tu es devant elle. Les gens, ils sont nés avant la honte, tu vois, genre, ils n'ont pas de respect. Ça m'a tellement énervée parce que on n'a pas vu toutes les scènes, mais on a vu quelques scènes où il parlait de sexualité. Et tout ce que Julie a dit, c'est que elle trouve pas ça normal de pas parler de sexualité, alors qu'on va quand même se fiancer pour se marier. Que pour elle, c'est un sujet important et que voilà, que c'est important d'en parler. Bien sûr, ben moi je suis d'accord avec elle, hein. D'où tu vas te fiancer avec quelqu'un et tu sais pas. Tu sais pas où la personne en est dans sa sexualité, son rapport à l'intimité. Tu as besoin au moins de savoir. Tu ne vois même pas la personne, tu ne sais même pas comment est votre attraction physique. Donc à minima, tu as besoin de savoir ça, tu vois. Et je déteste le slut shaming parce que, comme Julie le disait, même si elle était comme ça, même si voilà, elle était à l'aise avec sa sexualité, qu'elle en parlait et tout, bah c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Et puis, enfin voilà, je suis hallucinée qu'on doive encore dire ça en 2025, quoi. Genre, on en est à là où parce qu'une femme... Livia, bien sûr qu'on en est à là. Je suis en train de me dire moi-même, mais tu crois quoi, meuf? Mais oui, bien sûr qu'on en est à là. Ah là là. Mais 2025, vous êtes dans une expérience ensemble, vous êtes censés vous marier, il y en a une qui parle de sexualité et on lui fout la honte au point de dire du mal d'elle à la personne qui pourrait être son futur époux. Mais what the fuck? Genre, quel genre de... Oh là là, Seigneur. J'étais outrée de cette conversation où Sarah dit dans un premier temps qu'elle est désolée et ensuite elle admet oui bien sûr t'étais la chouin de service pour nous mais meuf tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Bref, j'ai même pas les mots. Oh mon Dieu. J'ai pas les mots. Franchement, ça m'a... J'étais choquée, je trouvais ça vraiment nul, quoi. Je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit, waouh, vraiment méchante. Bref, next. Ensuite, on a quitté Charles et Julie, notre petit couple mignon, et on va aller sur un nouveau couple un peu problématique. Yannick et Tatiana. Waouh, j'en ai des choses à dire sur ces deux-là. Yannick et Tatiana. Donc, comme je vous disais dans l'épisode d'avant, je vous disais mon problème avec Yannick et Tatiana, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont intéressés l'un par l'autre que à cause de l'attraction physique. Que même dans les capsules, Yannick il a capté que Tatiana c'était un peu une cismée, light skin, cheveux bouclés, tout ça. Donc il a dû capter à quoi elle ressemblait. Et puis lui, comment il parle, voilà, il a de la confiance, du charisme et tout. Donc cette attraction, elle aurait pu même être présente dans les capsules. Après, Yannick a toujours dit qu'il avait quelque chose dans le cœur pour Tatiana, mais Tatiana, c'est pas très clair ses motivations parce qu'elle voulait être tellement mariée que pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui lui plaît dans Yannick en fait. Et c'est ça qui me gêne un peu avec eux, c'est que même quand ils sont passés le temps ensemble en lune de miel, on comprend pas qu'est-ce qu'il y a dans leur dynamique à part l'attraction sexuelle. Et ben comme dit comme fait, comme on dit chez moi, ça se répercute là. Tu sens qu'il y a des conversations qu'ils n'ont pas eues. J'étais là, mais vous avez pas parlé de ça? Par exemple, à un moment, ils parlent de où ils vont habiter. Yannick habite dans Paris, Tatiana habite à Puteaux, donc proche banlieue parisienne. Et ils ont une conversation sur ça. Et Yannick lui dit, on va voir, on va tester chez toi, chez moi, et on va décider. Et Tatiana était là, non, 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 on va habiter à Puteaux parce que mon fils est à Puteaux et tu vas juste déménager avec nous. Excuse-moi, pardon. Et je regardais cette scène, j'étais là, d'une, vous avez pas encore parlé de ça. Genre, vous avez pas encore discuté de la logistique de votre vie. Meuf, t'as un enfant, genre, il faut que tu puisses discuter avec le gars pour voir à quel point il est capable de s'adapter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas bouger de où ils habitent. Je sais pas, imagine, il a 5 minutes à pied de son boulot, peut-être il a pas envie de bouger. Enfin, c'est son droit, c'est légitime. Et j'étais choquée qu'ils en aient pas parlé. Mais aussi, ce qui était choquant, c'est que elle voulait vraiment lui imposer. D'ailleurs, elle a dit, ben, oui, c'est comme ça et pas autrement, parce que moi, j'ai un enfant, comment j'emmène mon fils à l'école, nanana. Et lui, il lui dit, mais c'est pas ça, c'est juste prenons notre temps, prenons la décision ensemble, décidons. Mais elle a déjà décidé. Et je me suis dit, mais t'es sûr tu veux te marier? Parce que quand tu te maries, même quand tu es en couple, hein, quand t'es en couple depuis X temps avec quelqu'un, vous négociez. On n'est même pas au stade de compromis, c'est même pas des compromis, c'est genre chacun doit dire ses besoins, ses contraintes et se trouver au milieu. Et à chaque fois qu'ils disent qu'on a des problèmes de communication, tout le monde dit ça. Genre, oh, on a des problèmes de communication. Ils n'ont pas de problème de communication, hein. Ils savent très bien parler tous. Ils ont des problèmes d'écoute, dans un premier temps. Ils ont des problèmes de négociation parce qu'en fait, ils n'écoutent pas les besoins les uns des autres. Ils s'écoutent pas. Et donc, Tatiana, elle exprime ses besoins.
Yannick n'a pas l'espace d'exprimer ses besoins. Ça se rencontre nulle part. Parce qu'elle a décidé que les siens, ils étaient primordiaux. Et je peux comprendre d'où elle vient. Parce que moi aussi, j'ai une maman célibataire. Clairement, elle va nous mettre en priorité sur tout le reste, c'est sûr. Et donc, elle vient avec son enfant, sa vie qui est déjà conçue et établie d'une certaine façon. Pour elle, c'est acquis que ça va pas bouger. Mais meuf, tu vas te marier avec une autre personne. Vous devez joindre vos vies. Donc, forcément, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas pas juste... Alors, c'est quoi? Tu vas juste avoir ton appart et tu rajoutes un mec dedans. J'avais trop cette impression que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait sa vie telle qu'elle est et puis on rajoute un mec dedans. Et à un moment, ils sont en train de manger à 2 et elle dit bientôt on sera 3. Et j'ai trop vu la scène où pouf, il y a son fils qui arrive et rien ne bouge autour en fait. Aucune adaptation, comme si 2 plus 1 c'était 3 mais ça changeait rien d'autre. Enfin, c'est assez dingue. Et l'autre conversation qu'ils n'ont pas eue avant et qui était pour moi primordiale, c'était la conversation sur l'argent. Excuse-moi, vous avez pas discuté avant de comment vous alliez gérer vos finances, mais comment tu sais si le gars est compatible avec toi? Et c'est pour ça que je me dis, la meuf, elle voulait juste se marier. Et lui, il voulait juste la rencontrer. Je ne comprends pas. Donc, ils doivent voir le notaire pour signer le contrat de mariage et de comment ils ont géré l'argent de ça. Et à un moment, Yannick lui demande comment tu veux gérer les finances. Et elle a dit, je crois pas aux 50-50. Et je suis là, peut-être qu'elle aurait dû lui dire avant. Parce que je pense que la plupart des gens, tu leur dis que tu as un travail, tu as une entreprise, ils ont leur travail, ils ont leur entreprise, ils partent du principe que vous allez tous les deux contribuer. Enfin, c'est pas aberrant de se dire ça. Si on te dit pas le contraire, tu te dis la personne a son travail, moi j'ai mon travail, on va joindre nos vies, quoi, normal. Et puis après, on va voir comment on sépare. Mais voilà. Et elle dit, je crois pas au 50-50. Monsieur tombe des nues, je le comprends. Moi, j'aurais pas aimé découvrir ça après me fiancer. Et elle dit aussi, je veux quelqu'un qui, si mon entreprise coule, est capable de maintenir mon style de vie. Et là, je me suis dit, waouh, ça, ce n'est pas que ne pas croire au 50-50. Parce que tu peux te dire, ok, je veux que ce soit mon mec qui paye tout, il n'y a pas de problème. Mais, donc ça, c'est un niveau. Mais le niveau de si mon entreprise coule, je ne veux pas que mon niveau de vie baisse, c'est que tu veux un gars riche. Parce que mathématiquement, c'est même un peu étrange parce que ça voudrait dire qu'en fait, donc imaginons que tu contribues une partie et qu'il contribue une partie, il faudrait qu'il y ait assez d'argent pour couvrir ta partie et que pour votre niveau de vie ne bouge pas. Donc imaginez votre niveau de vie, il a 10 000 euros par mois, j'en sais rien. À la base, il met 5 000, tu mets 5 000, ça fait 10 000. Si ton entreprise coule et que tu n'as plus d'argent, tu veux garder le même niveau de vie, il faut qu'il puisse mettre les 10 000. Donc il faut qu'il soit 2 fois plus riche que toi au moins, mathématiquement. Ou bien, il faut que de base, tu contribues rien et que lui, il contribue les 100% de base. Comme ça, si ton entreprise coule ou pas, ça change rien. Et je me suis dit, c'est trop intéressant. Parce qu'en fait, mathématiquement, il faudrait quelqu'un qui ait à la fois son niveau de vie et qui ait le sien. Et donc, il soit largement plus riche qu'elle. Il faut dire ça aux gens avant de te fiancer. Hein. C'est d'après moi, hein, quand même. Et ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, il était pas au courant. Pour moi, ça peut être rédhibitoire parce qu'on peut ne pas être compatible. Si c'est vraiment ce que tu veux, peut-être que je suis pas la bonne personne pour toi. Enfin, pour moi, j'étais choquée qu'ils en discutent pas avant, en fait. Tu le dis dans les capsules, mais dans les capsules, elle était pas sur ça. Elle était pas sur le côté pratico-pratique, elle était vraiment sur le côté sentimental de trouver quelqu'un. Et de ce qu'on a vu, en tout cas. Et c'est dommage, en fait, qu'ils en aient pas parlé. Et le troisième truc que vraiment, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout, c'est la rencontre avec la mère. Et comment il rencontre la mère pour la première fois. Et la première chose qu'on fait, c'est le mettre dans la sauce. Il arrive et tout de suite, elle le met sous le bus et elle dit tous les trucs négatifs qu'il a fait à sa mère, alors que c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et je me suis dit, mais meuf, tu veux pas te marier en fait. Tu veux pas te marier parce qu'en fait, tu veux que ta mère ait une vision négative du gars. C'est ça que tu veux. Et tu sais que si elle a une vision négative de lui, elle va pas approuver le mariage. Ou bien elle va devoir prouver à 1298% qu'il est à la hauteur. Et donc, en gros, t'as saboté votre mariage. Parce que si tu veux vraiment te marier avec lui, même si vous avez vos différends, même s'il y a des trucs que vous devez régler de votre côté, t'essaies de faire en sorte que ta mère l'accepte, quoi. Et je suis désolée, j'aimais bien Tatiana, et j'aime bien Tatiana, je pense qu'elle a l'air adorable, mais je sais pas à quel point elle était prête, en fait, pour aller dans cette émission. Je crois qu'elle voulait vraiment trouver quelqu'un à juste introduire dans sa vie. Mais il fallait le sélectionner correctement dans les capsules. Tu peux pas prendre quelqu'un et puis vouloir qu'il soit quelqu'un qui n'est pas. Cependant, malgré tout ce que j'ai dit, je trouve que Tatiana et Yannick, ça peut être un couple qui fonctionne. Je sais, ça n'a pas l'air de ce que j'ai dit, mais je trouve que ça peut être un couple qui fonctionne. Pourquoi? Parce que eux, ils ont pas d'incompatibilité de trauma. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yannick, il est cool. Il a cette tendance à lâcher prise, cette espèce de nonchalance qui fait qu'il est un peu liquide, comme l'eau.
Vous voyez ce que je veux dire? Il a des défauts du coup, par exemple le fait d'avoir loupé sa réunion de parfum et le fait de pas prévenir, tout ça, ça c'était vraiment pas cool et donc ça, clairement c'est pas cool, mais c'est cohérent avec sa nature. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui est beaucoup plus, ouais, liquide, fluide. Il va dire: «Non mais on prend son temps, mais qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit même si c'est froid on réchauffe. Vous avez vu quand il a fait ça?» Il lui apporte de la chaleur et de la douceur. Alors qu'elle, elle est vraiment dans son anxiété, dans une certaine inquiétude de trouver un bon mari, de l'introduire dans la vie de son fils. Enfin, on sent que, je dirais pas que c'est de la rigidité, mais on sent qu'il y a un enjeu énorme pour elle. On n'a pas du tout de lâcher prise, on a du contrôle. Vraiment, parce qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un pour s'abandonner en fait, pour juste dire ok, je peux relâcher, je peux faire confiance. Mais pour l'instant, elle fait pas confiance à Yannick. Et je pense sincèrement que Yannick serait parfait pour Tatiana. Parce qu'en fait, c'est comme si elle avait un côté très young. Elle est active, elle est chef d'entreprise, elle fait beaucoup de choses. Et il y a, son yin cherche à s'exprimer. Son insouciance, sa légèreté, sa douceur n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. Et Yannick, il est comme ça. Il a ce côté un peu fluide. Parfois, ça le fait dire un petit peu des conneries, quoi. Ça le rend un peu maladroit. Mais malgré ça, il a ce côté fluide qui, pour moi, peut aider Tatiana à se relâcher. Mais pour ça, il va falloir qu'elle lâche sur tous les aspects qu'elle veut contrôler. Toutes ces choses qu'elle s'était mises en tête et qui étaient ces critères hyper rigides qu'elle n'a pas communiqués avant, ça peut fonctionner si elle les lâche. Et ça peut fonctionner si lui ne la lâche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut fonctionner si elle prend une bonne respiration et qu'elle se dit ça va aller, je peux lui faire confiance. Et que lui, il continue à dire je gère, t'inquiète. Il gère à sa façon, qui est peut-être une façon différente de ce à quoi elle a l'habitude et de ce qu'il attendrait. Mais à voir. Mais sincèrement, malgré tout ce que j'ai dit, je pense que ça peut fonctionner. Parce que si vous regardez bien, ils n'appuient pas sur les boutons l'un de l'autre. C'est pas comme Jonathan et Cynthia qui font exactement ce qui énerve l'autre en fait. Eux, c'est que si chacun recevait ce que l'autre a apporté, alors ça pourrait être très harmonieux. S'ils choisissent de s'emboîter et de se laisser s'emboîter, je pense que ça peut fonctionner. Mais ça, on va voir. En tout cas, je leur souhaite parce que je les aime beaucoup. Franchement, ils me plaisent. Je sens qu'ils galèrent, on va pas se mentir, mais c'est pas cuit. Il y a de l'espoir pour moi. Ok, on poursuit. J'ai fait les plus gros morceaux maintenant, on va faire les petits morceaux. Un couple un peu moins problématique, mais clairement il y a des choses aussi, c'est Alexandre et Chloé. Donc notre fan de la Guadeloupe avec notre métis guadeloupéen. Bah eux ils discutent bien, ils adressent bien leur situation, mais en fait Alex a pas l'air aussi dedans que Chloé. Et donc ça, je sais pas. Je sais pas s'ils ont la fondation pour un mariage en fait. On dirait des petits boyfriend-girlfriend quoi. Ça a l'air... Voilà, c'est tranquille, mais Chloé, elle est investie. J'adore Chloé, elle est tellement belle. En fait, elle a cette vibe de meuf qui fait du yoga et qui surfe. Désolée, moi aussi je dis des conneries, mais je suis fatiguée. Mais elle a cette vibe, sa façon de parler, je la trouve super, je sais pas, elle a un truc, je kiffe. Et Alex aussi fait du yoga d'ailleurs. Et je trouve qu'ils sont bien assortis, et je trouve qu'ils font petit couple vraiment mignon. Mais Alex, il est pas sûr d'être à fond, d'être assez amoureux, donc là, qu'est-ce que je peux dire à part, on va voir, hein. Il y a pas vraiment de problème entre eux, ils ont l'air de communiquer vraiment très bien. Et Alex le dit, il dit qu'avec Chloé, ben, elle écoute, elle est pas dans le jugement, ils sont très calmes, tous les deux. Ils ont une énergie très similaire, très posée, pas de drama, pas d'insécurité particulière, juste il est pas sûr d'être à fond dedans. Après, des fois, quand les relations sont trop stables, on peut se demander si c'est la bonne pour nous parce qu'on peut se dire que quelque part c'est un peu ennuyeux parce que c'est stable si on est habitué à autre chose d'un peu plus mouvementé, mais on va voir. On va voir. Ensuite, on a Sabrina et Vanmi. Vanmi, c'est mon chouchou. Franchement, shit show quoi. Trop dommage. Franchement, Vanmi, je suis biaisée parce que Vanmi, je le kiffe. Il est beau, il est doux, il est... J'aime bien. Franchement, il a ce petit côté réservé, c'est très touchant. Tu sens un gars qui est droit dans ses bottes. Il est un peu réservé, mais tu sens qu'on peut compter sur lui. Sabrina, c'est... Elle se déclenche au quart de tour. Mais Sabrina, toi aussi, il fallait aller en thérapie avant Love is Blind. Love is Blind, ce n'est pas de la thérapie. C'est pas en parlant à 15 étrangers que tu vas soigner tes blessures, ok? Là, on a une incompatibilité de trauma aussi. Donc Sabrina, elle est hyper insécure.
Genre, il faut la rassurer tout le temps. Et elle le dit, hein, mais c'est pas normal de devoir être rassurée tout le temps, tout le temps. Il faut pouvoir te dire, j'ai besoin d'être rassurée et réaliser que c'est un besoin d'être rassurée qui ne vient pas d'un manquement de l'autre, mais qui vient d'un truc en toi que tu dois soigner. Tu peux dire j'ai besoin d'être rassurée, mais peut-être que la personne qui doit te rassurer, c'est toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et Sabrina, elle dit qu'elle a besoin d'être rassurée, que Van lui dit pas qu'elle est belle. Ils ont eu cette dispute devant le groupe entier sur du chipotage. J'ai dit que t'étais mignonne, mais t'as pas dit que j'étais belle, nanani, nanana. Mais meuf, mais qu'est-ce que tu crois en fait de lui? C'est ça que je me disais. Je fais, tu crois quoi de lui en fait? C'est quoi ta croyance envers ton gars? Est-ce que ta croyance, c'est que ton gars croit que t'es pas belle? Est-ce que ta croyance, c'est que ton gars préfère d'autres meufs? Si c'est ça ta croyance, on a un problème. Et en fait, ça, c'est ça le truc, c'est que elle a des croyances sur comment il l'aperçoit, mais si c'est ce que tu crois, pourquoi t'es avec lui? Enfin, si tu crois que le mec, il t'apprécie pas, pourquoi? Enfin, c'est trop bizarre. Mais ça, c'est l'insécurité, de toute façon. C'est que t'as besoin que ce soit lui qui le dise et qui te valide et survalide. Et comme ça, toi, tu vas être sûr de toi. Mais il peut pas faire ça. Il y a rien qui pourra dire et redire et redire et redire qui fera qu'elle est sûre d'elle à 100%. Pour être sûre d'elle à 100%, il faut que elle le croit. Il faut que elle le croit. Et le problème, c'est que Van Mi, il est pas assez démonstratif pour la rassurer. Le gars, il est discret, il arrive même pas à lui parler en fait. À chaque fois qu'il veut dire quelque chose, elle parle plus fort et elle le coupe, elle s'emporte. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Faut vraiment qu'elle mette de l'eau dans son vin pour que ça fonctionne. Et franchement, j'espère que c'est pas un couple qui va durer. Désolée, hein, mais peut-être ça va durer, on va voir. Si ça dure, tant mieux pour eux. Mais je sais pas, je le sens moyen en fait. Parce que je sens que elle sera jamais satisfaite et lui, il peut finir très malheureux. À tout le temps devoir convaincre quelqu'un qu'elle est assez bien. C'est épuisant. Et je crois qu'il a dit à un moment que c'était épuisant. On va voir. Là, franchement, je sais pas. On verra. Mais en plus, j'aime bien Sabrina. Franchement, dans les capsules, j'aimais bien. Je trouvais qu'ils collaient bien ensemble, qu'ils avaient des personnalités similaires. Mais elle lui fait pas confiance. En fait, après, j'ai envie de vous dire, comment faire confiance à un mec que t'as rencontré il y a 3 semaines? Faut pas oublier aussi, hein, Love is Blind, ça fait 3 semaines qu'on se connaît, je te connais pas et on est censé se marier. Donc peut-être que c'est ça le problème à la base. Peut-être que le problème à la base, c'est que cette émission n'a aucun sens. Mais il y a quand même à chaque fois un ou deux couples qui se marient. Donc voilà, c'est que quelque part ça fonctionne et c'est divertissant. Mais elle est méfiante en fait. Elle lui fait pas confiance à ce stade. Peut-être qu'elle a raison de ne pas lui faire confiance à ce stade. Maybe. I don't know. I don't know, bro. Et on finit avec Thomas et Kim. Kim, comment elle m'a surprise. Wow, Kim. Mais wow. Tu as plusieurs facettes, c'est ça? Plusieurs cordes à ton arc. Plusieurs cartes dans ton jeu. Kim, c'était une mean girl de ouf dans les premiers épisodes. Méchante, cinglante, wow, insupportable. Et là, fin de l'épisode 7, je me dis, mais Kim, t'es gentille en fait. Kim, elle est trop adorable. En fait, moi, j'aime bien leur dynamique aussi. Moi, je trouve que ça peut fonctionner. Pareil, hein, ça peut fonctionner que si ils arrivent à dépasser leurs diverses frictions. Mais je pense que ça peut fonctionner. En fait, je comprends un petit peu mieux la dynamique de Kim et Thomas avec ces 3 épisodes. Pourquoi ils ont choisi d'être ensemble. Au début, je croyais que je comprenais pas trop parce que ils ont accroché après le premier rendez-vous, donc c'est SP. Mais là, je commence à comprendre. Kim, elle est très précieuse et elle ne se le cache pas. J'aime bien quand les gens sont comme ça. Quand ils sont qui ils sont et qu'ils font pas semblant d'être autre chose. Elle est très précieuse. Elle-même, elle a dit qu'elle aime bien les gens un peu BCBG. Elle a certaines manières, une certaine éducation. On sent que c'est quelque chose qu'elle a construit aussi au fil de sa vie, de par son métier. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, qu'elle aime les beaux endroits, elle aime les beaux restos. Elle dit, ouah, je vais tout le temps manger à je sais pas où, à Paris, je ne me rappelle pas le nom du resto. Et franchement, j'apprécie qu'elle ne fasse pas semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et lui, Thomas, il l'a dit, hein, il est quelqu'un qui aime le beau, il est designer, il est architecte d'intérieur, donc il a une sensibilité au beau. Par contre, qui s'exprime pas comme elle. Elle aime le luxe, elle aime les choses qui sont un peu clinquantes. Et lui, je pense qu'il aime l'esthétique, de par son métier, et que comme ça, ils se rejoignent en fait, ils se comprennent. Je pense qu'ils parlent un langage similaire. Et à un moment, il y a l'ami de Thomas qui vient, son père spirituel, et il demande qui va gérer les finances, et tout de suite, ils disent Thomas. Et qui me dit, oui, Thomas, il aime l'argent. Et j'ai fait, ok, ça match. Même s'ils n'ont pas le même style, ils vont dans une direction qui est similaire. Et c'est 2 personnes qui peuvent s'apporter beaucoup l'un à l'autre, parce que Kim, elle a son côté un peu précieux, BCBG, tout ce que tu veux, mais elle a une grande sensibilité. Et moi, il y a un truc que j'apprécie chez elle, c'est sa façon de parler, d'utiliser les mots. Alors, au début, c'était super agaçant, mais au fur et à mesure des 3 épisodes où elle devient de plus en plus gentille de façon très choquante,
Je me dis: «Mais en fait, elle a une façon de choisir ses mots qui est très précise et j'aime bien ça chez les gens». Et Thomas, il voit tout son côté BCBG, genre comme par exemple quand elle est avec son chien là, et il est capable de la faire redescendre un peu sur terre. Et donc je trouve qu'il s'équilibre bien. Ils ont eu un drama, et là par contre c'était là où je me suis dit: «OK, je sais pas, Kim a plusieurs facettes». Ils ont eu un drama parce qu'il y a une meuf, désolée quand je dis meuf, c'est vraiment, je sais pas si vous le prenez mal ou pas, mais c'est vraiment un tic de langage, je le dis tout le temps. C'est pas du tout pour offenser qui que ce soit. Donc, il y a une meuf qui était dans les pods et qui dit oui, l'ami de ma meilleure amie est sorti avec Thomas juste avant l'émission, ok. Et qu'en gros, Thomas, il avait dit qu'il était célibataire depuis des années, de toute façon, et qu'en fait, il n'était pas célibataire depuis des années, et qu'en fait, il a menti, nanani, nanana. Ok. Et donc, du coup, elle va voir Thomas, elle lui dit, et Thomas lui dit, mais meuf, j'ai fréquenté la meuf 2 semaines, c'était rien, on était même pas en couple, on a juste chacun des enfants, nanana, tu vois. Et donc, Thomas lui dit, c'est rien, tu vois. Et après, la meuf, elle va voir Kim, et elle dit, ouais, Thomas, il fréquentait une meuf avant et tout. Et en fait, la façon dont elle le parle, ça a l'air assez grave, alors que Thomas vient de lui dire que c'était bidon, mais bon. Et du coup, Kim, bah forcément, elle s'emporte. Elle dit, mais c'est n'importe quoi, mais il m'a pas dit ça, mais il m'en a pas parlé. Et du coup, elle s'emporte. Et Thomas dit, mais t'as foutu la merde, parce que déjà avec Kim, c'est pas facile. Ils ont eu des désaccords divers et variés par rapport à je ne sais quoi. Et que, en gros, il espérait que cette soirée-là, elle allait un peu apaiser les choses, tu vois. Et qu'en fait, avec ça, ça fait encore plus la merde. Enfin, ils s'embrouillent, ça va pas du tout. Et Thomas, il est en mode, mais c'était rien. Enfin, je suis sortie avec elle 2 semaines. J'étais pas en couple avec elle. Et là, on sentait que entre eux, il y a des explosions, quoi. Il y a beaucoup d'émotions. C'est chaud. Ça pète un peu. Et pour moi, perso, je comprends Thomas. J'ai pas vu beaucoup de discussions sur ce point-là. Mais moi, je comprends Thomas. Parce que tu dis que t'as pas été en couple depuis des années, mais ça veut pas dire que tu fréquentes pas des gens. C'est pas parce que t'as pas eu une... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux dire oui, j'ai pas eu de petite amie depuis 3 ans, mais ça veut pas dire que t'as pas ken avec quelqu'un la semaine dernière. Enfin, tu vas pas donner tous les détails de ta vie intime. C'est pas nécessaire, en fait. Parce qu'on parle de mariage, donc j'ai pas besoin de savoir que tu fréquentais quelqu'un de façon très superficielle il y a 2 semaines. Enfin, je pense, hein. Peut-être que moi, je suis un peu trop laxiste sur ça. Mais pour moi, c'est pas un mensonge si vous étiez pas en couple. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il aurait pu dire qu'il fréquentait quelqu'un. Si ça a duré 2 semaines, que c'était pas intense, que c'était juste du dating, on sait même pas s'ils ont couché. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a semblé pas être un si big deal et ça m'a semblé être quelque chose qu'ils auraient pu adresser ensemble par ailleurs. Que par exemple, Thomas puisse en parler à Kim de son côté à sa façon plutôt que ce soit l'ami qui vienne le dire. Parce que forcément, si l'ami vient le dire, ça fait direct un peu gossip, ça fait direct un truc un peu grave. Enfin, donc drama, mais après ça, ils ont pris leur distance et c'est à ce moment-là que l'ami ou le père spirituel de Thomas est venu, qu'ils ont discuté, qu'il a écrit à Kim pour qu'elle vienne et qui m'a appréciée et elle dit que ça m'a fait plaisir que tu m'aies écrit. J'ai bien aimé quand elle a dit ça, tu vois, de reconnaître en fait que ça l'a touchée. Et c'est avec la discussion avec l'ami de Thomas qu'ils ont vraiment compris comment il fonctionnait. Elle a compris aussi les traumas de Thomas. Thomas ne vient pas du même milieu que lui, il vient d'un milieu qui était difficile. Enfin, vraiment, elle a une vie qui a eu l'air d'être très privilégiée. Et lui, il a dû beaucoup lutter pour être là où il en est. Enfin, il a passé des moments sans manger. Enfin, un peu comme Charles, pas similaire, pas pareil, mais on dirait des personnes qui ont vraiment eu des jeunesses compliquées. Et donc, forcément, toi, t'es là en train de dire oui, mais les coudes sur la table, il a pas de manière. Mais le mec, il a lutté pour en arriver là où il en est, tu vois. Et je pense que cette conversation lui a permis de voir ça et de réaliser qu'en fait, Thomas est Thomas parce qu'il est aussi de par son vécu et son passé. Et elle a dit oui, il a des traumatismes, je comprends mieux et tout. J'étais là, ah waouh, tu comprends, waouh, trop bien. J'étais choquée qu'elle comprenne en fait. Je sais pas. Bon après, ça a pas l'air d'une personne méchante, donc. Enfin si, au début elle avait l'air vraiment méchante, mais à la fin, elle avait l'air d'être quelqu'un, je trouve, d'assez raisonnable en fait. Je peux pas dire si elle est méchante ou gentille, mais je trouvais qu'elle était assez raisonnable et intelligente dans sa façon d'analyser les choses. Mais je pense que par rapport aux épisodes précédents, c'est quelqu'un qui a l'air de vachement se laisser emporter par l'effet de groupe. Et ça, c'est peut-être un red flag, que quand il y a les autres, en fait, elle est pas pareille. Quand il y a les autres filles, la façon dont elle prend sa place, dont elle s'exprime, c'est pas exactement pareil. Donc, Kim multifacette, hein. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu étonnée. J'étais là, wow, Kim, ça a changé. Et voilà.
Donc, c'était fou. Quand je regardais les épisodes, c'est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Il y avait tellement de trucs en 3 épisodes. Et Tatiana a décidé de pas essayer sa robe. On ne sait pas s'ils se marient, mais il me semble les avoir vus dans la bande-annonce à la base. Donc peut-être qu'ils vont aller à l'hôtel. Je pense que tous les couples que j'ai cités, à part Cynthia et Jonathan, iront à l'hôtel. Il me semble qu'il y en a un que j'ai pas vu. Je me rappelle plus lequel. Il y en a un que j'ai pas vu. Mais voilà, maintenant je vais vous dire mes pronostics. Allez, chance sur 10 de se marier. Cynthia et Jonathan, 0. C'est même pas la peine d'essayer. Yannick et Tatiana, je donne un 7 sur 10. C'est-à-dire que s'ils arrivent à régler leurs différends, je pense que ça peut bien fonctionner. Charles et Julie, 9,5 sur 10. Franchement, maintenant qu'ils ont fait l'amour, tout va bien. Livia, t'abuses. Sabrina et Vanmi, je le sens moyen. Je dirais 7,5 sur 10. Alex et Chloé, je le sens moyen. Je dirais 7 sur 10. Thomas et Kim, je le sens plutôt bien, en vrai. Je dirais 8,5 sur 10. Voilà. Et donc, ceux où je sens vraiment que le mariage, il est possible de ouf, c'est Charles et Julie, Yannick et Tatiana et Thomas et Kim. Je pense que c'est possible. Ceux où je pense que c'est compliqué, Alex et Chloé, Sabrina et Vanmi, je suis pas sûre. Franchement, là, à ce stade, je suis pas sûre. Et ceux pour qui je pense que c'est cuit de chez cuit, c'est Cynthia et Jonathan. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne. J'espère n'avoir oublié personne, aucun couple. Mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et voilà, donc les prochains épisodes, je crois que ça va être les mariages, hein, si je me trompe pas. Je pense que ça va être ça, donc on va voir. Et après, ils ont déjà tourné la réunion, je crois qu'ils l'ont tourné aujourd'hui ou hier. Et donc du coup, ça va s'enchaîner. Et voilà, donc on a encore peut-être un ou deux mercredis sur le sujet. Mais écoutez, pendant ma petite pause, ça m'a fait un petit peu de bien de regarder Love is Blind France. C'est intéressant de le regarder à la française. Les anglo-saxons aiment bien. Je regarde sur Threads et sur Insta. Il y a pas mal de personnes qui regardent à l'étranger, donc je trouve que c'est intéressant. Ah, un truc que je voulais adresser aussi, c'est que j'ai un ami qui m'a demandé comment était Teddy Riner dans Love is Blind, et je trouve que il est pas top. Je trouve que franchement, je suis vraiment désolée Teddy Riner, j'ai rien comme contre toi, je regarde pas trop le judo, mais il est vraiment pas super en fait. Il dit rien de particulièrement intéressant. Ses réflexions, elles sont un peu bidons. À un moment, quand ils sont en train d'essayer les costumes, ils sont là, ouais, c'est compliqué et tout, c'est un challenge. Il fait, ah ouais, c'est un challenge. Et après, je sais pas qui dit, oui, mais il y a de l'amour et c'est l'essentiel. Et après, il dit, ah, il y a de l'amour, j'aime entendre ça. Et ça, mais t'es dit, genre, t'as rien à dire. T'es en couple depuis je sais pas combien d'années. Peut-être que t'as des choses à dire pour les encourager, pour voilà, je trouvais que dans les autres franchises, il y a quand même un peu plus d'interaction. Et ma sensation, c'est qu'ils sont pas très bien préparés comme présentateurs, en fait. J'ai vraiment la sensation qu'ils sont pas très bien préparés. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir sur la réunion, parce que la réunion dépend énormément des présentateurs et des questions qu'ils posent. Et il va falloir qu'ils regardent les réseaux sociaux pour préparer cette réunion, parce que quand les présentateurs posent pas les questions que pose l'audience, en général, ça fait des réunions super plates. Donc on va voir, mais Teddy Riner, pas ouf. Sa compagne, enfin franchement, ils m'ont pas impressionné de ouf, hein. Ils disent pas grand-chose, ils ont pas l'air bien préparés. Ils sont plus en mode, ben, enfin, je sais pas, ils donnent un certain cachet à l'émission, j'imagine, mais ils apportent pas de personnalité du tout. Voilà, sorry, désolée, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est dommage parce que Teddy Riner, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent pas très bien. Comme moi, par exemple, je suis pas le judo, donc je le connais pas. Et j'aurais bien aimé savoir c'est qui. Ça aurait été curieux pour moi de savoir sa personnalité. L'autre chose aussi que les gens disent, c'est qu'ils sont même pas mariés. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils sont fiancés depuis genre 2013, je crois. Mais bon, à la rigueur, c'est un couple de longue durée, donc ça fonctionne. Enfin bon, donc voilà, c'était Love is Blind, épisode 5, 6 et 7. Et on se retrouve bientôt pour les derniers. Peut-être que je ferai un autre épisode de podcast avant. Je vous embrasse et venez me dire sur Instagram comment vous avez trouvé. Est-ce que vous raisonnez avec cette analyse? S'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, peut-être pour un prochain épisode, ce serait avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!